Salam alaikum, Azul, bonsoir. Au début du Hirak, ceux qui avaient volé le pouvoir au peuple ont été très étonnés, très surpris, comme tout le monde en fait. Ils n'auraient jamais imaginé, et tout le monde aussi, que les Algériens puissent être capables d'un tel sursaut de dignité. C'était hors de question pour eux et un peu pour tout le monde aussi, il faut l'avouer. Aujourd'hui, quand ils parlent, ces barons du régime, quand ils parlent du Hirak, ils disent « El-Hirak el-Mubarak ». Parce qu'ils l'ont enfourché, parce qu'ils croient l'avoir un tant soit peu récupéré, ou du moins récupérer quelques-uns qui faisaient partie de ces figures de proue. Ils ont démontré, ces barons du régime et toute leur clientèle et tout leur nervis, ils ont démontré en cela que la corruptibilité est dans la nature des hommes, aussi révolutionnaires soient-ils, ou se prétendent-ils. Et ainsi, ces barons du régime, tous ceux-là qui avaient cru leur dernière heure arriver et qui allaient en fin de compte être sauvés par les effets ravageurs d'une pandémie, comme ce boxeur sur le point d'être mis KO et qui est sauvé à la dernière seconde par le gong, ces barons-là n'ont épargné aux hirakistes aucune injure, aucune calomnie, aucune extrémité répressive. Ils ont perpétré un véritable blocus sur la capitale, mobilisé tous leurs policiers pour réprimer les manifestations, réquisitionner leur justice aux ordres pour faire mettre les gens en prison, envoyer leurs nervis, y compris leur ministre de l'Intérieur, pour agonir les hirakistes. Des calomnies à peine imaginables dans une société conservatrice ont été répandues contre les hirakistes. Ils ont été traités de traîtres, d'agents de la main étrangère. Le nouveau grand patron du régime, à ce moment-là, l'ex-chef d'état-major, celui qui nous a quittés, avait tenté furieusement d'imposer le 5e mandat, d'abord. Puis, il a tenté de prolonger le 4e mandat du même président. Puis, de guerre lasse, quand il a compris que le peuple ne reculerait pas, alors il a lui-même démissionné Bouteflika et il a fait comme si c'était lui et lui seul qu'on avait le seul mérite. Il s'est tout aussitôt transformé en sauveur de la République, encore une fois. Et pour faire vrai, il s'est retourné contre ses propres comparses, ses propres complices, ses propres clients, pour lesquels il avait inventé un qualificatif, al-Issaba. Il nous les a jetés en pâture. Il les a jetés en prison par dizaines. Des premiers ministres, des ministres, des grands patrons, des présidents de partis parmi les plus flagorneurs du système, des walis, des généraux et j'en passe. Celui qui avait fait main basse sur le pouvoir, qu'il a ravi au peuple en marche, pour en faire sa chose et s'en servir pour régler ses comptes personnels, pour évacuer tous ceux qui tentaient de l'évincer, de le priver de ce nouveau joujou qui s'était trouvé, allait succomber à une très étrange crise cardiaque. Et le plus incroyable est qu'aucune autopsie n'a été pratiquée. Bien au contraire, des menaces à peine voilées ont été proférées à l'endroit de certains qui avaient osé en parler seulement. En tous les cas, pour ce qui est du Hirak, désormais en veille, nous ne pouvons pas ne pas le reconnaître, et donc sujet à toutes les manipulations.
tous les barons du régime, leurs nervis, leurs relais, leurs porte-voix et tous les autres qui prospèrent sous la nappe et qui se nourrissent des miettes qui tombent de la table des maîtres, sont en train de nous dire que le Hirak el-Moubarak a dégénéré, qu'il a été récupéré par la main de l'étranger, que les Hirakistes sont financés par les ennemis de l'Algérie, et tutti quanti. Ils sont en train de nous dire que le Hirak n'avait qu'une seule revendication, une. Non au 5e mandat, puis c'est fini. Et ils poussent le culot jusqu'à nous affirmer que le peuple a exigé une présidentielle, ce qui est tout à fait faux. Que le peuple a massivement voté pour Tebboune, ce qui est tout à fait mensonger. Que le peuple a exigé des amendements à la Constitution, ce qui n'est pas vrai, en aucun cas. Et suprême insulte, que le peuple a amendé le projet de Constitution, alors que leurs propres chiffres disent le contraire, sans parler de la fraude massive, malgré ce chiffre du référendum qui est tout à fait ridicule. Il en est de même pour M. Tebboune qu'ils ont imposé à la tête du pays et qui a été foudroyé par le Covid ou par autre chose, on ne sait pas. Une prise en charge totalement opaque, de la même manière qu'il a été transféré dans un hôpital allemand, de la même manière qu'il est revenu, un petit retour furtif en Algérie, juste le temps de signer le projet de constitution et la loi de finances, et pour nous dire que le gouvernement, c'est selon. Et personne n'a compris cette sortie d'ailleurs, sur le gouvernement qu'il a publiquement humilié, avant de repartir se faire réparer, là où les hôpitaux ne sont pas des mouroirs. En attendant, une junte qui fait feu de tout bois, qui reconvoque le terrorisme et qui agite l'épouvantail d'une guerre avec le voisin de l'Ouest. En fait, une grossière propagande pour justifier le budget hallucinant, énormissime, totalement opaque, que personne ni une quelconque institution ne peut contrôler. Un budget de l'État dont les secteurs sécuritaires, l'armée, la police, le ministère de l'Intérieur, à eux seuls, prélèvent plus de la moitié du budget de l'État. C'est normal qu'ils fassent de la propagande, qu'ils fassent peur à tout le monde pour justifier ces folles dépenses à un moment de crise énorme. Et dans cette indescriptible pagaille, où plus personne ne contrôle quoi que ce soit, hormis les incontournables mafieux qui continuent d'arracher des lambeaux de chair vive à une nation livrée à toutes les prédations. Dans cette anarchie, la visibilité est nulle. Personne, y compris au plus haut sommet de l'état-major, et non pas de l'État, puisque l'état-major, c'est lui l'État, personne ne sait ce qui va se passer demain. Personne n'est capable de dire ce qui se passe au sein du haut commandement militaire. Si l'armée va offrir ses services à des puissances étrangères au Sahel, personne ne sait le sort qui va être réservé à Tebboune, qui va être sans doute évacué et remplacé au pied levé, comme d'habitude. Personne ne sait ce que le régime cherche à obtenir avec ces élections législatives dont il se sert pour rameuter les partis politiques les plus gourmands autour de lui. Personne ne sait ce que le Hirak va faire. Et le plus inquiétant est que personne n'imagine les effets terrifiants d'une crise économique qui est déjà dans nos murs et qui va provoquer des ravages incommensurables.
يرسموا معالم الجزائر الجديدة تبعا لإرادتهم وطموحاتهم كما فعل عظماء مظفر الحادث. الممثل تاع الشعب هو الشعب، والشعب راهو يقول لكم طالبين الحريه. اسمع، تيقوا يسبونا الشرذيمه والعناصر والمغرر بهم والايادي الخارجيه هذه كيتسب شعب كامل، ولا هادو ما عجبوكش جينا من لاكوري هنايا. دائما امرأة. on a rarement vu l'inverse bien sûr mais bon. ما تعرفوا سيد تبون مشى لألمان في رحلة عيد. السلام عليكم أصدقائي. كتبت هادو اليومين كلمات ساخرة من الوضع الحالي في البلاد، سميتها تبون تحرر. كاين مثل يقول وراء كل رجل عظيم امرأة. on a rarement vu l'inverse bien sûr mais bon. كما تعرفوا سيد تبون مشى لألمان في رحلة علاج، ولابا تعرف على السيدة أنجيلا، تكونت بيناتهم علاقة صداقة و ils sont devenus très amis. et دونك سيد تبون رجع للبلاد وسيدة أنجيلا استبطأته، عيطت بتسقسي عليه. سيدة أنجيلا امرأة حديدية قائدة في بلادها، وحتى واحد ما يقودها وحتى واحد ما يمر عليها حتى حاجة. عزت عليه دونك في التليفون قالت له حبدو لازم تحرر من يد العسكر، واش راك تفكر؟ خليك من هاد الغاجر والعدايسية. ارجع عندي تشعر بالحب وزهو الخاطر ونعاودو ايام السهر كيما كنت هنا معايا. داليها عبدو قالها يا عمري على فراقك ما نصبر وما نقدر نتصور الحياة بلا بيكي في هاد الدنيا. أنجيلا تعرفي واش داروا؟ جابوني من المهجر، حطوني في منظر، طلبوا مني نمرر ونمد الشرعية. ما قدرت نفكر، ما خلوني نقرر. الشعب البلاد في خطر، الشعب محاصر، كلاتو الميزيرية. والدستور أنجيلا، حتى الدستور تقهر. صوروا هاد البشر بقلام المستعمر، التاريخ يتكرر ويقولوا جمهورية. ولي جون أنجيلا، لي جون أنا باباهم. لي جون جامي الخبر ماتوا كاع في البحر، والبنات عانوا من القهر في سجون العسكر من أجل الحرية. أنجيلا كلامك قاسني في قلبي، سامدوش أنجيلا ملقيت ما نهضر، مراري راح تكسر، ما بقالي حتى خاطر ما نقدر نستمر في هذه المسرحيه. راجع عندك ماشيغي، ما بقيتي لي غير انتيا. راجع عندك ماشيغي، نخليها لهم زقيه، يسقط حكم العسكر، دوله مدنيه. السلام عليكم. Vous venez de visionner une parodie de Huyem avec son aimable autorisation. Merci à elle. Alors, Algérie, ce calme qui précède la tempête, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter de nouveau. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à mon ami Hiresh qui est là. Bonsoir. Je l'annonce. Voilà, Hassan Hiresh qui est donc avec nous, analyste politique, économiste. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et merci de mettre en face de Brahim. On a beaucoup de choses à partager. Ah bah c'est très très bien. Oui. D'habitude, il a surtout son alter ego qui est Idirunoren. Ouais. Nous pouvons former un trio, hein, parce que ce soir, oui, je lui ai dit que j'étais orphelin. Eh ben oui, mais tu es là. Je vais essayer de faire ce que je peux.
Alors, Maître Issa Rahmoun est avec nous depuis Alger, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Issa Rahmoun, Maître Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et je profite au passage de souhaiter un joyeux anniversaire au doyen des militants des droits de la personne humaine, Maître Ali Yahya Abdelnour, qui vient de fêter un siècle de vie quand même, 100 ans, pour ce militant. Rabbi Tawal fi Amrou, Inch'Allah. Très très bien. Alors, nous allons commencer, si vous le voulez bien. Je voudrais vous montrer d'abord deux images qui m'ont beaucoup choqué, que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. D'abord, nous allons voir la cité universitaire de Ouargla. Tenez-vous bien, vous allez avoir l'impression de regarder un camp de concentration sur la planète Mars. Regardez bien, hein, Ouargla, c'est une très belle ville, très vaste. Alors là, vous allez être étonnés. C'est la cité universitaire de Ouargla. Regardez. Regardez-la. Il faut qu'on la voie un peu plus longtemps. Merci. Vous imaginez? Regardez, au milieu de nulle part. D'ailleurs, on se demande comment ils font pour les réseaux d'adduction d'eau potable, d'évacuation des eaux usées, je ne sais pas, des jardins, des oasis. C'est incroyable. C'est une véritable réclusion. C'est marrant que vous parliez des eaux usées, de l'eau potable, etc. Parce que moi, j'ai été missionné là-bas au moins 5-6 fois par Vinci. Et il y avait un énorme chantier pris par les Allemands, les Américains et les Français parce que justement, il y avait les eaux usées qui commençaient à rentrer dans la nappe. Oh là là, oui, qui ont infiltré. Oui, oui, c'est un gros problème au Sahara. Vraiment, branle-combat. Moi, je me rappelle, j'avais fait un reportage sur la mort d'1 million de palmiers. C'est l'infiltration des nappes phréatiques par les eaux usées. C'est ça, oui. Oui. Ça a été une catastrophe. C'est incroyable. Mais cette image, tellement de choses à raconter là-dessus. Et les gens de Ouargla, c'est des gens extraordinaires. Ah, oui. Vraiment. C'est le bagne de Cayenne. C'est le bagne. C'est le bagne de Cayenne. C'est la cité universitaire. Ouais. Alors, nous allons voir aussi des transports des écoliers dont nous parle M. Tebboune. Il a dit « J'ai donné instruction au chef du gouvernement pour le transport des élèves et pour les repas chauds dans les cantines. » Vous vous rappelez? Ouais, il dit tellement de choses. Regardez les transports des écoliers en Algérie. Regardez. Oui. Voilà. Il y a une autre image, une vidéo. Voilà, c'est du bétail. Une autre image, c'est une vidéo. Bon, ce n'est pas grave. Quelle considération pour nos enfants. Quelle considération. L'animalisation des rapports scolaires. J'aimerais qu'on aille chercher cette image de tracteur qui conduit des... Si on peut la trouver. Ouais. Alors, j'aimerais aussi qu'on revienne maintenant à... Vous savez, M. Belhimer. Encore lui. Oui, encore lui. C'est le ministre de l'Information et de je ne sais pas quoi d'autre. Moi, je ne connais pas leurs titres respectifs. Ministre de la propagande. Voilà, de la presse, de la publicité, du mensonge. Mais aussi porte-parole du gouvernement. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il passe son temps à flatter le président, alors qu'il est porte-parole du gouvernement. Si tant est qu'il devrait flatter quelqu'un, c'est son chef du gouvernement. Oui, or, non seulement Tebboune est tombé sur le chef du gouvernement, quand il nous a dit... C'est la première fois qu'on a vu ça en Algérie. Le gouvernement est à dire, hein, c'est pas très... C'est la première fois qu'on a... D'habitude, ils règlent leur compte tranquillement, sans nous étaler. Ça, Eh bien, il l'a publiquement humilié, et ce monsieur-là, le représentant du gouvernement, qui passe son temps à passer la brosse à M. Tebboune. Je vais vous lire des choses qu'il a dites, entre autres. Alors, l'Algérie a déclaré que l'Algérie était résolue, sous la conduite du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à relever les défis pour faire avancer les affaires du pays, soulignant que ce qui a été écoutez bien, hein, parce que c'est très fort de café, hein, ce qui a été réalisé en quelques mois sous sa présidence, M. Tebboune,
n'a pas été réalisé par d'autres durant des années. Ah oui, c'est à double tranchant, ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous aider à faire un peu le bilan de ce qui a été réalisé par Tebboune, par exemple, pour voir? Franchement, il faut essayer d'être honnête. Oui, oui, les emprisonnements, déjà. D'accord. À tout va. À la corruption. Non, mais ça, c'est négatif. Non, dites-moi ce qui est positif. Qu'est-ce qu'il a fait de positif? Mais attendez, c'est négatif pour le peuple algérien, mais c'est positif pour eux, pour celui qui parle. Ah, donc monsieur... Ah, d'accord. C'est positif. Monsieur Belhamel disait qu'il avait beaucoup de choses pour le régime. Bah oui. Ah, d'accord. Donc les emprisonnements, il a raison, la corruption, la drogue... la cocaïne... La vente des lingots d'or, pas seulement de ceux de Bouihia. De Yahya, mais des lingots des dirigeants au marché de Square, etc. Les voyages payés par les émirs... voilà, les émirs qui viennent massacrer le patrimoine sinésitique. Bien évidemment. Donc, voilà, puis le musellement de la presse, de la vraie presse, l'emprisonnement, les menaces sur les journalistes, voilà, tous ceux qui ne peuvent pas faire leur travail, l'absence totale, mais alors d'investissement sérieux, tout l'argent pour les services de sécurité, l'armée, la police, la gendarmerie, etc. Donc, tout ça, effectivement, c'est très méritoire quand on regarde de la fenêtre du régime. Quoi. Mais bien sûr. Attendez, il est porte-parole de qui? Du gouvernement. Mais pas du peuple, donc. Non. Eh ben alors, donc... Donc, vous ne faites pas partie, Hassan Hiresh, des 66%. Je vais vous dire pourquoi. Ah. Alors, les efforts... Alors, selon monsieur le ministre de la Communication, c'est comme ça qu'on l'appelle, porte-parole du gouvernement, les efforts dévoués de l'État sont favorablement accueillis par les citoyens et il précise que les résultats d'un sondage... Oui. Écoutez bien, oui. Par qui il a été réalisé le sondage, hein? Attendez, hein? Il a été réalisé par l'université de Princeton. Ah oui, d'accord. Hein? Oui. Alors, il y a ça, entre l'été 2020 et le début de l'année en cours, a révélé, selon monsieur le ministre, que 66% des Algériens se sont déclarés satisfaits et confiants en la performance gouvernementale sans se soucier du discours pessimiste et défaitiste relayé via les réseaux sociaux par des voix se disant de l'opposition. Alors Princeton aurait dit ça. Hein. Vous imaginez Princeton qui vous dit discours pessimiste et défaitiste relayé via les réseaux sociaux par des voix se disant de l'opposition. Mais monsieur Benchenouf, moi quand j'étais étudiant en sciences économiques, on m'apprenait à faire des études de marché. Et donc, pour faire une étude de marché, il faut un panel de consommateurs. Et donc, on sélectionne qui interroger. Et donc, à mon avis, les 66%, c'est vrai. Parce que le panel, c'est très certainement, justement, les gens qui sont autour du FLN, du RND, du régime, etc. Voilà. Donc, le panel de l'échantillonnage. Moi, je pense qu'ils sont vraiment sincères. Parce que 66% des gens du régime, vous voyez que même les gens du régime, ils ne sont pas à 100%. Ils ne sont pas à 100%. Voilà. Donc, mais Princeton serait venu faire un sondage. Oui, mais ils ont dû recevoir des lingots d'or. Quelques lingots d'or qui sont passés. Qui sont venus des Émirats. Qui sont passés directement à l'Institut de sondage de Princeton. Hop, voilà. Brahim Younsi, je vais vous donner une autre déclaration. Sur cette, c'est presque les... Hassan Hiresh a raison. C'est presque les chiffres du 12-12, des électeurs du 12-12. Oui. C'est quasiment ces chiffres-là. Oui, exactement. Alors, Brahim Younsi, je vais continuer à vous dire ce qu'il vous a dit. 69% de l'échantillon questionné estiment que la presse critique librement la performance du gouvernement, assez régulièrement et sans crainte de poursuite. Et 74% de l'échantillon soutiennent que les droits civiques sont respectés et garantis et que les Algériens vivent dans un état de droit. Je vous laisse commenter. Les résultats de Tebboune, si j'ose dire, il a réalisé
le vide plein. Il a réalisé le vide plein. Et Tebboune a mis 10 fois moins de temps que Bouteflika pour paralyser le pays. Ah, pour ça, oui. 10 fois moins de temps. Il lui a suffi, pas 10 fois, 20 fois. Oui, mais, puisqu'il lui a suffi d'une année. oui, mais justement. Mais, Oui. bon, C'est 20 fois moins. là, il est sur le chemin, sur la route, pas de la soie, mais sur la même route que Bouteflika, c'est-à-dire celle des hôpitaux, celle des problèmes de santé, celle du pouvoir laissé entre les mains d'une coterie qui est l'armée. Quant à Belhimr, il a les chromosomes du régime et du stalinisme. Ben justement, tout à l'heure, en parlant des chromosomes du régime, je vais revenir à vous après avoir reçu Issa Rahmoun. Je vous demanderai de nous dire ce qu'est que cette très grave affection qui a toujours existé au sein du régime, mais qui ne s'est jamais exprimée de façon aussi outrancière, aussi scandaleuse, le mensonge. On va essayer d'en parler un petit peu. Alors, Issa Rahmoun, alors vous aussi, je vais vous lire une phrase de monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Alors, aucun journaliste respectueux du devoir professionnel ne risquait la prison en Algérie. D'ailleurs, on se demande pourquoi il utilise le passé. Ne risquer. Il ne dit pas ne risque. Ne risquer la prison en Algérie. De même que n'est aucunement exposé à des poursuites, le citoyen qui exprime ses opinions à travers les chaînes TV et les sites d'information ou électroniques dans le respect de la loi, de la société et de la liberté de l'autre. Issa Rahmoun. Quel commentaire pourrais-je, quelle grille d'analyse peut-on entamer par rapport à ces déclarations, si ce n'est que dire que le ministre de la Communication du gouvernement, Tebboune, mérite amplement de rentrer dans le livre Guinness des records du mensonge et de la manipulation. Quand on sait que la presse aujourd'hui, par la presse écrite, mais aussi les médias lourds, si vous suivez toutes les chaînes qui sont installées, les chaînes privées qui sont installées en Algérie et même la télévision publique, il nous semble qu'ils ont une même ligne éditorialiste. La même ligne éditoriale, et à partir de là, l'unicisme s'est installé dans les canaux de communication de l'État. Bien sûr, au risque de perdre des marchés de publicité qui sont la seule rentabilité de ces patrons de la presse, pas de journalistes, de ces patrons de la presse. En larbin zélé, il défend l'indéfendable. En larbin zélé, il insulte l'intelligence du peuple algérien. En serviteur zélé, il insulte aussi la profession. Il ne faut pas oublier que Ammar Belhimr était l'un des membres fondateurs du journal Watan. Et ce journal qui lui a échappé parce que le gouvernement Hamrouche avait décidé de le sauvegarder dans l'équipe qui allait travailler dans les réformes. Et très rapidement, une année et demie, Hamrouche étant évincé de la chefferie du gouvernement, Ammar Belhimr avait perdu son journal comme patron du journal Watan, mais aussi avait perdu les privilèges de la proximité avec le gouvernement. Vous comprenez très bien que ce personnage est en train de se venger de beaucoup de choses qu'il avait ratées pendant son passé, des choses qu'il n'avait pas réalisées, ses fantasmes politiques et affairistes à la fois. Et nous allons justement faire un tour de micro sur ces fantasmes et sur ce que vous avez qualifié de mensonge, quasiment institutionnel. Hassan Hirsch, le régime a toujours menti.
Le mensonge a fait partie de son ADN dès le début. Hein. C'est Absolument. la propagande, le mensonge, Oui. la calomnie contre ceux qui le dérangent. Ça a toujours été comme ça. C'est ça. Mais on n'a jamais vu des mensonges aussi grossiers comme ceux de maintenant. Par exemple, M. Tebboune, M. Belhamr, mais pas seulement, M. Chengueriha. Par exemple, M. Chengueriha, pour justifier ce budget faramineux De l'armée. à un moment de crise extrême, à un moment où les Algériens ont un besoin pressant d'argent, et après que l'armée ait tellement dépensé, pour justifier ça, il nous agite le spectre de l'ennemi extérieur, le Maroc, hein, pour le citer, dans le même temps qu'il nous agite le spectre de l'ennemi intérieur qu'ils viennent de convoquer, le terrorisme. Oui, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a M. Tebboune qui nous parle de ces 25 milliards de dollars de produits agricoles créés en 2019. Il y a M. Belhamr, vous êtes en train d'écouter ce qu'il dit. Il y a M. Tebboune qui nous raconte au journal français, il lui dit « Nous avons plus de, je ne sais plus combien, 130 ou 160 titres de presse, tous plus critiques les uns que les autres. Des chaînes de télévision très critiques et qui s'expriment très librement. Et on n'en finit pas. Mais c'est des mensonges qui sont trop gros pour passer. Est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents pour continuer de nous mentir comme ils nous mentaient avant? Des mensonges qui sont un tant soit peu digestes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le mensonge devienne aussi outrancier, aussi insultant, aussi méprisant pour l'intelligence des gens? Je m'excuse, M. Benchenouf, je ne vais pas vous répondre sur le terrain politique, D'accord. mais sur le terrain psychologique. Oui. Le peu que je sais en psychologie comportementale, notamment les travaux d'Eric Berne, pour ne parler que de lui, mais aussi l'école Palo Alto, etc., l'école américaine, en gros, de ce qu'on appelle du développement personnel, de la psychologie appliquée. Quand quelqu'un a une mauvaise estime de soi, pour X raisons, parce qu'il manque de légitimité, parce qu'il n'est pas compétent, parce qu'il présente un certain nombre de tares, soit personnelles, soit sociales, soit physiques, soit psychologiques, etc. Soit qu'il n'est pas aimé de son environnement, aussi bien l'environnement familial que social, amical, etc., ou professionnel. Soit qu'il trouve des difficultés éventuellement à convaincre les autres, etc. Donc, tous les ingrédients de la mauvaise estime de soi, eh ben, on compense par le mensonge, par bomber le torse, par dire que je suis le meilleur, par dire que l'autre évidemment est mauvais, que attention, il va même vous montrer un certain nombre de gens qu'il ne faut pas fréquenter, etc., etc. Et ce qui est vrai à l'échelle individuelle est vrai à l'échelle du groupe et à l'échelle évidemment de l'État. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas de gens pour les conseiller, pour leur dire attention, c'est trop gros, c'est trop vulgaire, c'est trop humiliant, méprisant pour l'intelligence des gens. Il faut utiliser mensonge qui m'a bouteflika, qui m'a saïd, qui m'a. Mais là, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est obscène à la limite. Ce genre de personnes qui sont à la fois pervers, paranoïaques, etc., n'admettent aucune espèce de critique. Rien. On se souvient quand même de Boucharouba. Chaque fois que quelqu'un éventuellement ose le critiquer, il le descend. Oui. Enfin, pour ne parler que de Mediri, je ne parle pas de Karim Belkacem, de Khidr, etc. Mediri. Dès lors qu'il a vu que c'en était trop, il commençait à dire attention, on va mettre un peu la pédale douce sur ce que nous faisons. Eh bien, il s'est retrouvé mort dans sa baignoire. Voilà, comme par hasard. Quoi. Il est allé nager dans une baignoire et il en est mort. Voilà. Donc, pour résumer, mauvaise estime de soi, parce que le régime est totalement illégitime et les gens qui représentent... Et eux, ils le savent. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont illégitimes, même s'ils nous disent le contraire. Mais bien sûr qu'ils le savent. Ceci dit, ceux qui savent, justement, qui sont dans cette situation-là, mais ils arrivent à se convaincre qu'ils sont les meilleurs. Ils se mentent. Ah oui, ils entretiennent... Absolument. Quand on est dans une telle estime de soi, comment dire, qui n'existe pas, quoi, en décadence vraiment
on se sous-estime. Encore une fois, mille et une raisons. Et il y a mille et une raisons. Ils sont illégitimes, ils ne sont pas élus, ils sont incompétents, ils sont sont pas très intègres, ils sont fragiles. Ils traînent des casseroles. Voilà, ils sont fragiles. Du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver à Badla. Ce qui est le cas de Tebboune en ce moment. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, ils essayent de se convaincre. Et les autres aussi, ils ne peuvent pas leur dire. D'autant plus que leur entourage sont... C'est exactement dans la même condition psychologique. Alors, Brahim Younsi, avant de vous poser la même question, pour nous dire comment ils procèdent, ces gens, pour pouvoir mentir ainsi et se convaincre que peut-être ça peut passer, nous allons voir la vidéo dont vous avez parlé hier et dont M. Tebboune avait parlé pour nous dire qu'il avait donné des instructions très claires au gouvernement pour s'occuper des repas chauds et du transport des écoliers. Il se donne l'impression d'être un grand monsieur, un grand Non, Tebboune, elle n'est pas prête, la vidéo. C'est la carriole, c'est le tracteur qui avait une remorque avec des écoliers derrière. On va la voir. Voilà, regardez. Ça doit être quelque part dans les steppes, ici, là, au Balika. On voit que ce sont des steppes, mais regardez. Ça va doucement, le temps qu'ils arrivent. Voilà comment se passe ce transport scolaire dont nous parle M. Tebboune, qu'il demande d'assurer avec rigueur. Et je ne vous parle pas des repas chauds, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Brahim Younsi, le mensonge, comment ils font? Hassan nous a expliqué qu'ils se mésestiment, ils se tiennent en sous-estime. Mais dans le même temps, ils savent que les gens les regardent par millions, qu'ils les écoutent. Ils savent que ce n'est pas vrai. Monsieur Belheimer, c'est très bien que c'est faux, qu'il n'y a pas 66% d'Algériens qui sont dans l'émerveillement devant sa majesté Tebboune. George Orwell nous l'a montré. On transforme la vérité par le mensonge. Mais c'est incroyable. C'est clair. Lamartine disait de l'Allemagne que c'était le pays des hallucinations. Je crois qu'il faut transposer ce mot de Lamartine. L'Algérie est devenue, depuis un moment déjà, le pays des hallucinations. On hallucine. Il y a tellement de drogue en circulation. En plus. Il y a de quoi. On hallucine. Et Shakespeare qui dit tout est pourri dans le royaume du Danemark. Oui. On pourrait l'appliquer aussi. Absolument. Bon. On nous disait à propos de Tebboune qu'il fallait le juger sur ses bonnes intentions. Oui. Sur cette Algérie, entre guillemets, nouvelle, l'homme nouveau qui arrive, etc. Aujourd'hui, nous pouvons le juger sur les actes ou l'absence d'actes. Quel est l'acte majeur que ce gouvernement a posé? Moi, je n'en vois aucun. Même les promesses faites à la population, les 10 000 dinars qu'il devait donner aux pauvres, n'ont pas été données. Oui. Pas un centime. Il y a eu quelques cas, paraît-il. Oui, mais c'est infime. Oui. Donc, pas un centime pour... Et il a donné l'instruction de façon publique lors d'une conférence de presse. Donc, voilà un mensonge et un acte qui n'a pas... Mais il n'y a pas que ça, d'autres choses... Les rapatriements. Les rapatriements. Les fameux rapatriements. Tebboune, grandiloquent, avait dit, l'État se chargera des rapatriements des Algériens décédés, qui sont bloqués à l'étranger. Des décédés, d'accord, oui. Qui décèdent à l'étranger. Les gens qui sont décédés pour les funérailles, comme le Maroc, comme la Tunisie, l'Algérie a décidé de prendre en charge. Mais le président a pris cet engagement, entre guillemets, le gouvernement est revenu dessus. C'est incroyable. C'est beaucoup de choses comme ça. Les vaccinations, Tebboune, de son exil allemand, donner l'ordre de commencer à vacciner dès le début du mois de janvier. Oui. Nous sommes à plus de la mi-janvier, pas une seringue. Il n'y a aucun vaccin. Non, mais attendez, je vais rajouter de l'eau à votre moulin. Vous vous rappelez quand Tebboune nous a dit que l'Algérie allait arrêter d'importer du carburant en 2020,
à 30 décembre, on allait arrêter, et qu'à partir du 1er janvier 2021, nous allions exporter du carburant. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je parle Puis d'hallucination. les milliards de dollars et d'euros à l'étranger qui ont été volés aux Et Algériens. qu'il a promis de rapatrier. Et qu'il a, voilà. Il a promis. Quand l'autre lui a dit 15 milliards de dollars, il lui a dit... Oh là là, beaucoup plus que D'ailleurs, ça. j'aimerais qu'on nous retrouve, s'il vous plaît, Cette- Abdallah, Ah oui, ça serait bien. cette émission, cette déclaration sur ce qu'il nous avait dit, sur... non, pas l'argent. Sur le secteur hospitalier de l'Algérie, le meilleur d'Afrique et du Maghreb. Essayez de nous la retrouver. Le pouvoir illégitime d'Alger ne se rend pas compte, oui, je pense qu'ils s'en rendent compte, que le temps a changé, que l'histoire a changé. L'histoire de l'Algérie a totalement changé depuis le 22 février. C'est-à-dire qu'il y a un acteur majeur qui intervient sur l'espace politique. Et cela, ils veulent vraiment l'ignorer, le gommer. L'acteur majeur, c'est le Hirak. Bien sûr, c'est la révolution, c'est le peuple. oui. C'est le peuple, c'est l'acteur aujourd'hui majeur de l'histoire. Il est le moteur de l'histoire de l'Algérie. Mais est-ce qu'ils vous répondent, pardon Hassan, juste ça, ce qu'ils vous répondent, et c'est pour vous trois la question, ils vous disent le Hirak est fini. Le Hirak, à partir du moment où il a obtenu l'annulation du 5e mandat, le Hirak a rempli ça. Tout aussi, ce qui est venu après ça, c'est le faux Hirak. C'est le Hirak de la main étrangère. Ça, c'est aussi se mettre des œillères. Parce qu'ils ne veulent pas voir ce qui se passe, le mouvement de fond. C'est carrément un bandeau qui se oui, met. absolument. Un bandeau noir Ce que je sur veux les dire, yeux. c'est que ce pouvoir pense pouvoir prolonger le temps de l'incertitude. Ils veulent absolument faire croire à la population, au peuple, que nous sommes dans des temps d'incertitude. À l'intérieur, et vous l'avez dit, avec l'ennemi intérieur que l'on a fabriqué, et avec l'ennemi extérieur. Or, quand c'est le chef d'état-major qui prend la place sur la question de la politique étrangère. Et qui s'apprête à déclarer une guerre. Mais justement, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait les relations internationales un temps soit peu savent ça, qu'il y a une règle de monopole ou du monopole de la politique étrangère. Oui. Aujourd'hui, pour le moins... Même quand il y a cohabitation. Absolument, absolument. Le président de la République qui a perdu l'Assemblée reste le chef des forces armées est le seul à pouvoir déclarer la guerre. Oui, et puis même en ce qui concerne les affaires étrangères, effectivement, je suis d'accord. Donc la règle du monopole est terminée. La politique étrangère, ce n'est pas le président... On l'avait vu entre Mitterrand et Chirac. Chirac, absolument. Alors, nous allons... oui, allez-y. Juste là. Ensuite, vous avez cette règle du monopole qui est entre les mains du chef d'état-major. Mais il y a aussi une autre règle en politique étrangère, c'est la règle du secret. Or, le chef d'état-major, qui n'est pas un politique, c'est un militaire, il connaît le langage vraisemblablement de la guerre. Peut-être a-t-il lu Clausewitz. Peut-être. Bon, ça m'étonnerait. Oui, je dis ça m'étonnerait peut-être. aussi. Je dis peut-être. C'est pas étonnant. Je dis peut-être. Mais il est aussi, il révèle ce qu'on ne doit pas révéler. Oui. C'est extrêmement grave, cette conduite de la politique algérienne, y compris vis-à-vis de l'extérieur. Non, mais il doit vous révéler ça pour que vous fermiez les yeux sur le budget de l'armée. Parce que s'il ne vous fait pas peur, s'il ne vous fait pas craindre une guerre, s'il ne vous fait pas craindre du terrorisme, vous allez lui dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec tout cet argent depuis 20 ans? Chaque année, vous êtes en train de dépenser plus que la moitié de dépenses quasiment. Plus grave que ça, M. Benchenouf. Le message, de mon point de vue, c'est nous dire que ce n'est pas le moment de la démocratie, c'est le moment de la guerre. Absolument. C'est encore pire que le absolument. Voilà. Alors, je vais aller d'abord si sur... vous permettez juste ça, parce que ça est en train d'attendre. Parce que je risque de l'oublier. Oui. Effectivement, tout ça, toute cette comédie, c'est pour nous dire que l'ordre politique, c'est nous qui l'imposons. Voilà. Nous imposons l'ordre politique. Nous ne le négocierons pas. On ne peut pas passer de l'ordre politique
imposé à l'ordre politique Comme on dit, négocié. c'est le maître des horloges, quoi. Absolument. Comme le faisait Gaïd Salah. Absolument. Alors, Aïssa Rahmoun, sur cette propension au mensonge, une propension quasi maladive, c'est comme une addiction, ils ne peuvent pas s'en passer, ils ne peuvent pas s'exprimer à leur peuple, si tant est qu'il reste leur peuple, sans devoir lui mentir, mais mentir effrontément, mentir grossièrement, mentir honteusement, à un point où presque personne n'ignore qu'ils mentent. Et pourtant, Aïssa Rahmoun, il y a dans notre pays malheureusement des gens à croire qu'ils ont été intoxiqués, qu'ils ont été trompés à tel point qu'ils ont perdu toute possibilité de discerner le vrai du faux, qui continuent à croire en ces gens et qui continuent que quiconque s'attaque au régime s'attaque à la nation, que quiconque essaye de contester, de protester, de revendiquer son droit est un harki, un traître à la solde de la main étrangère, etc. Aïssa Rahmoun. Écoutez, la meilleure démonstration à faire dans l'exercice du gouvernement et une année de gestion du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, c'est Belhaïmar avait donné aussi la statistique. Et le sondage fait par le peuple algérien quant aux sorties des ministres. Est-ce que nous avons vu sur la télévision algérienne ou la télévision privée installée en Algérie, des sorties de ministres sur le terrain, accueillies par les populations, accueillies par les comités de village, par les comités de quartier, par la société civile, dans le cadre d'une visite ministérielle sur le terrain. Ça aussi, c'est une question. Il faut se rappeler aussi qu'au-delà du rapatriement qui était promis par Abdelmadjid Tebboune de plus de 1,5 milliard de 15 milliards de dollars, pardon, mais aussi la promesse faite aux Algériens quant à la réalisation du plus grand hôpital en Afrique en collaboration avec les Chinois. Toutes ces promesses d'ordre populiste, électoraliste, sont finies par tomber comme un fruit pourri. C'est le meilleur signe, c'est le meilleur indice que le régime est toujours dans le mensonge et toujours dans la manipulation. Qui est l'Algérien qui croit au discours aujourd'hui des ministres, des officiels? Vous savez que même les ailés, larbins du régime de Bouteflika, ceux qui étaient patrons des organisations des droits de la personne humaine, ceux qui étaient porte-parole du gouvernement Bouteflika, ceux qui étaient aux commandes n'ont pas fait autant de mensonges, pas exercé autant de mensonges, autant de manipulations que le gouvernement actuel. On est revenu à la case, je dirais, pas à la case départ, mais on est revenu très en arrière par rapport à ce qui... Alors, pour apporter de l'eau à votre moulin, Aïssa Rahmoun, l'apothéose, le bouquet final, la cerise sur le gâteau, on va vous montrer, les amis viennent de trouver la déclaration, quand M. Tebboune nous dit que le secteur de la santé en Algérie est le meilleur en Afrique et au Maghreb, et il dit même habba man habba wa kariha man kariha, que celui qui n'est pas content, qu'il se tape la tête contre le mur. Nous allons l'écouter, M. Tebboune. لاجونس هذه انا قلت ونزيد نكرر ونأكد ان النظام المنظومه الصحيه نتاعنا احسن منظومه في المغرب العربي وفي افريقيا، حب من حب وكره من كره. النظام المنظومه الصحيه نتاعنا احسن منظومه في المغرب العربي وفي افريقيا، حب من حب وكره من كره. C'est le meilleur secteur de la santé, le secteur algérien, en Afrique et au Maghreb, que celui qui n'est pas content, on n'en a rien à faire. Et monsieur va se soigner du Covid, seulement du Covid, c'est ce qu'ils nous disent eux, en Allemagne, et il y est depuis plus de 2 mois. Il est juste venu signer, parce que l'armée avait besoin qu'on lui signe
la Constitution peut-être pour pouvoir intervenir à l'étranger. Et elle avait besoin qu'on lui signe la loi de finances. Il a signé juste ces deux documents, qu'il a promulgué l'un et signé l'autre. Et il est reparti chez sa chère Angela, Issa Rahmoun. Vous savez, si Jamal, c'est la meilleure illustration. Mais au passage, contre les lois d'exception, une des lois d'exception, c'est la loi pour la protection de la santé publique des Algériens par rapport à cette pandémie qui est le Covid-19. Ça nous rappelle subitement une autre loi d'exception qui était l'état d'urgence installé au lendemain de l'arrêt du processus électoral, mais aussi la loi antiterroriste de 2011. Toutes les lois d'exception, comme disait Hassan Hirash, effectivement, je partage parfaitement sa grille de lecture, c'est la suspension. On suspend l'activité, les mécanismes démocratiques, les mécanismes d'éducation, les mécanismes révolutionnaires, tout simplement, comme les processus révolutionnaires, comme le Hirak. Aujourd'hui, le régime utilise l'épouvantail du terrorisme, mais aussi la guerre, le conflit à l'ouest du pays, sur fond de pandémie internationale. Dans ces trois objectifs d'exception, ces trois grilles imposées par le régime, qui sont des exceptions face au Hirak, je dirais que c'est le processus révolutionnaire qui est le Hirak, qui est suspendu momentanément. Il est une chose que, avec toutes ces frustrations que les Algériens subissent actuellement, avec tous ces mensonges, ces manipulations, l'Algérien, depuis le 22 février 2019, a revu sa manière de militer, a revu sa manière de protester, a revu sa manière d'être dans son pays. Les lignes ont bougé dans le peuple algérien, dans la profondeur du peuple algérien. Et restez avec nous, Issa Rahmoun, je reviens à vous dans un instant. Alors Hassan, il nous dit que le secteur de la santé est le meilleur d'Afrique, du Maghreb, surtout le Maghreb, hein, pour eux. Vous avez vu le match handball avec le Maroc, ce qu'ils en ont fait, hein. C'est comme ça, il faut agiter les foules, il faut lui désigner l'ennemi, intérieur, extérieur. Mais monsieur Tebboune, qui après avoir fait cette déclaration très, très grosse, très impudique, j'allais dire, et qui va soigner en Allemagne pour un petit bobo. Moi, personnellement, ce truc-là ne m'étonne même pas. C'est-à-dire, on est dans l'ordre des choses. Et à la limite, pour une fois, il a raison. Parce qu'il dit que c'est le meilleur, on a le meilleur secteur de santé du Maghreb arabe. Or, le Maghreb arabe n'existe pas. Il n'a pas dit arabe, il a dit Maghreb. Si, Maghreb l'arabe, il a dit. Ah bon? Oui, oui. Moi, je l'ai remarqué, il a dit 2 fois. D'accord. Donc, à partir du moment où sur une entité géopolitique, etc., culturelle qui n'existe pas, donc on peut lui accorder le bénéfice d'une vérité. Bon. Et d'Afrique, quand il dit d'Afrique? Sérieusement, alors. D'Afrique. Vous savez qu'au Maroc et en Afrique, il y a plus de 20 cliniques et hôpitaux dans un classement mondial fait par un institut très, très sérieux. Il y a au moins une vingtaine de cliniques et d'hôpitaux qui figurent dans le top du top des établissements de santé dans le monde. En Afrique. Oui, c'est pas étonnant parce que l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, entre autres, la Tunisie. La Tunisie. Oui, effectivement, ils ont une politique de recherche, une politique universitaire, de formation, etc., du personnel médical extrêmement performante. Malheureusement, en Algérie, ça se dégrade de plus en plus. Il reste encore, évidemment, la volonté des individus. Pardon? En Algérie, les hôpitaux sont des mouroirs. Oui, complètement. De la vie de tout le monde. Parce que tout simplement, les médecins n'ont aucune possibilité de gérer. Ce n'est pas la compétence qui manque, c'est les moyens, c'est la coordination, c'est la compétence des dirigeants. C'est qu'ils ne sont pas autonomes, ils n'ont pas la décision entre leurs mains. À partir du moment où un chef de service, un responsable d'un secteur, ou d'un hôpital, etc., c'est un fonctionnaire. D'une cellule de recherche, etc. Un directeur d'hôpitaux. On ne lui permet pas d'agir, on ne lui permet pas de décider. Il n'a pas le pouvoir de décision entre les mains. Vous savez ce qui se passe
au niveau de la santé, c'est ce qui se passe au niveau, par exemple, des collectivités locales. C'est-à-dire, on va faire tout un plat autour des élections wilayales, par exemple, mais le président de l'APOE, on va lui enlever tous les pouvoirs et on va les donner au Wali. C'est ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Les responsables, les vrais professeurs, les médecins, les infirmiers... Ils sont démunis. Ça, oui, non, La preuve, c'est qu'ils sont en train de mourir beaucoup dans cette histoire de Covid. Mais bien parce que, on nous dit plus de 150 parce médecins. Eux, ils sont dans une attitude d'abnégation. Les médecins algériens se dévouent et donc prennent des risques, etc. Mais ils n'ont pas de pouvoir de décision pour se protéger, pour protéger la population et pour aller de l'avant. 60 ans après l'indépendance, l'Algérie aurait pu être un des pays qui, aujourd'hui, aurait été peut-être un découvreur. Leader en termes de la découverte du Or, vaccin. en Algérie, il n'y a quasiment que des hôpitaux hérités de la France coloniale. Quasiment. Très peu d'hôpitaux ont été construits. Sans vouloir choquer personne, l'Algérie s'est occupée à construire des casernes et des mosquées. Ouais. On a négligé les laboratoires, les universités, la formation professionnelle, l'école, tout ça s'est passé complètement à l'as. Donc ce n'est pas sérieux. Je veux dire, les Algériens savent aujourd'hui, si avant on pouvait éventuellement les tromper, on leur disait, oui, voilà, ceux qui disent du mal du pays, c'est ceux qui sont à l'étranger, c'est Ben Chennouf et Mohsen Ben Abbas qui disent du mal du régime, sinon nous on est les meilleurs. Maintenant, les Algériens savent que ce n'est pas M. Ben Chennouf et ce n'est pas Mohsen Ben Abbas qui disent du mal du pays. Au contraire, cela invite les Algériens à se battre et justement à véritablement passer à une nouvelle Algérie, une vraie nouvelle Algérie. Brahim Younsi, tous les barons du régime, tous sans aucune exception, et leur parentèle, et leur clientèle, et leurs bobonnes, et leurs enfants, tous se soignent à l'étranger pour des petits bobos, bien souvent, aux frais de la sécurité sociale, rappelons-le, ou de la sécurité sociale militaire. Et ils soignent pour des petites choses et ils viennent nous dire le secteur de la santé est le meilleur d'Afrique et du Maghreb, alors que tout le monde en Algérie sait qu'on peut mourir d'une maladie d'un autre âge dans n'importe quel hôpital, que des gens en parfaite santé qui sont rentrés pour des petits malaises sont ressortis les pieds devant. Qu'est-ce qui se passe? Je peux dire que c'est très douloureux, cette question-là est très douloureuse. Très douloureuse parce que ma famille en est victime depuis quelques jours. Et vous avez perdu un frère. Voilà. Ah oui. D'ailleurs, nous nous empressons de vous présenter nos condoléances. Merci. Merci. Les médecins aussi sont quelque part où il y a la conscience. Bien sûr qu'ils font un travail admirable sur le Covid. C'est vrai que les médecins, que le corps médical et paramédical est en première ligne sur la question du Covid. Ça, c'est clair. Et je leur rends hommage, évidemment, et on leur a suffisamment rendu hommage ici. Ils ont été tabassés, il ne faut pas oublier ça. Oui, ils ont été tabassés par le régime. Mais quand même, quand il y a des erreurs, c'est comme ça que l'on se corrige. C'est-à-dire que tous les malades qui se présentent devant un médecin ou à l'hôpital ne sont pas forcément atteints de Covid. Il faut voir les autres pathologies. Quand un médecin ne prend même pas la peine de prendre la tension, et c'est le premier geste qu'un médecin fait. Absolument. C'est le premier geste que le médecin prend, la tension de son malade. C'est extrêmement grave. Quand un patient rentre dans son cabinet et lui dit « Vous avez le Covid, je le vois à votre visage », c'est du charlatanisme. Oui. C'est extrêmement grave. Ils sont peut-être tellement dépassés par le manque de moyens, par la bureaucratie. J'ai un problème de conscience médicale et d'éthique médicale. On cherche ce que le malade a et on fait un diagnostic, même si on peut se tromper de diagnostic, un autre médecin peut rattraper. Dans le cas de mon frère, il est allé dans 2 hôpitaux où on l'a testé positif. COVID. Il va avoir positif Covid. Il va avoir 2 autres hôpitaux testés négatifs. C'est incroyable. Et c'est la réalité. Alors qu'il était en train de mourir d'une tension et d'une hypertension.
Et il a succombé à la suite d'un AVC. Pour un mauvais Et les diagnostic. médecins n'ont pas. C'est-à-dire qu'il a vu 5 médecins. Ah, en principe, le médecin, quand on n'est pas médecin, mais généralement, c'est le stéthoscope et le tensiomètre. Oui, mais c'est ça, va le de soi. premier geste. C'est ça, le Ça n'a premier pas geste. été fait. Non. Hélas. Comme quoi, c'est sinon des choses qui arrivent. on aurait vu qu'il il avait une très forte tension, qu'il avait fait un pic de tension. On l'a renvoyé à chaque fois à la maison. Vous avez une charge virale. très grave. C'est extrêmement grave. Vous avez une charge virale, on lui disait, vous avez une charge virale extrêmement faible, entre 2 et 5%, donc vous pouvez rentrer chez vous. Alors qu'il était une poupée de chiffon. Complètement. Il ne pouvait pas marcher. Alors imaginons ce cas-là Rabbi à Rahmou. l'échelle nationale. Oui. C'est Oui, mais absolument Mais c'est des dramatique. milliers de gens qui meurent. Ce C'est n'est des pas milliers un de cas. gens qui meurent C'est de... des milliers de cas, C'est ça, hélas. c'est ce que je C'est dis. des milliers de cas. À Et l'échelle il y a- nationale. Le professeur Bouzid, pour lequel j'ai de la sympathie et une admiration, il se bat. Le Parce que- cancérologue, le cancérologue, l'oncologue, il ouais. se bat, il continue de se battre pour ces malades. Et il a beaucoup de courage politique Oui, aussi, absolument, hein, il- absolument. il dénonce très fortement. On a des médecins et des professeurs qui se battent quotidiennement. Mais hélas, il y a quelquefois aussi des brebis galeuses. Et Tebboune, bien sûr, comme Tebboune dans dans tout. tout ça, Comme dans est-ce tout, que Tebboune, d'après vous, peut revenir aux affaires? Est-ce qu'il peut guérir? Tous les Algériens sont en train de dire que c'est impossible. Il est parti, il ne reviendra plus jamais. Ils attendent juste le moment, comment le zapper tranquillement, sans faire de vagues. Ils attendent de trouver un remplaçant. Vraisemblablement, alors qu'ils avaient l'opportunité, après 2 mois d'absence et d'hospitalisation en Allemagne, il avait dépassé très largement le délai constitutionnel, entre guillemets, pour pouvoir mettre en lancer branle le l'article 102. 102. Oui, mais pour faire quoi après? Oui, mais je suis d'accord, Si mais c'est- Très honnêtement, Ils désignent quelqu'un d'autre, comme Oui, ils ont mais bon. l'habitude. Ils feront ce qu'ils ont toujours fait. Mais le problème est que nous venons de parler des hôpitaux et de la situation sanitaire. Il y a des urgences partout. L'Algérie est en situation d'urgence. Si ici, il y a un état d'urgence sanitaire, en Algérie, il y a l'état d'urgence partout. 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 La Oui, oui, oui. misère, la Partout. santé, Et que la fait- scolarité. Absolument. Et que tout. fait la santé sur le plan social, sur le plan économique, dans tous les domaines, nous sommes dans l'urgence. C'est-à-dire qu'il faut traiter tout de suite. C'est ça. Traiter tout de suite, immédiatement, avec un ordre politique négocié, dans un ordre démocratique, pour pouvoir régler les problèmes. Parce que l'Algérie a besoin de toutes les forces. Sauf de que- toutes les forces, mais dans un cadre démocratique. sauf que voilà, sauf que Brahim, Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent, pardonnez-moi, mais au derviche tourneur. Ils sont de faire des circambulations. ils préfèrent menacer Karim Tabou, Oui. maintenir en prison Nekaz, Rediri, les militants du Hirak, Répondre à la calomnie le de Drarni. trahison, Voilà. de... Ils préfèrent Mais ça, ça. c'est de la contre-politique. C'est eux qui vont à l'encontre de l'intérêt national. et de leur propre intérêt. Oui, mais leur propre Issa intérêt, Rahmoun, leur Issa propre Rahmoun. intérêt, ils croient qu'il est pérenne, il est éternel. Oui, mais ils se trompent. Et ça, Rahmoun, au sujet de l'état de santé de Tebboune, qui semble très, très défaillant, ça fait plus de 2 mois qu'il est absent, on nous dit, continue de nous dire, c'est juste le Covid. Or, si c'était le Covid, il se serait soigné en Algérie, ou à la limite importé des médecins, ou je ne sais pas. Nous avons les meilleurs médecins, ou parmi les meilleurs médecins. Là, ce n'est pas le secteur de la santé, mais les médecins. En termes de médecins, la preuve, c'est qu'en France, on dit que nous avons à peu près 15 000 médecins qui travaillent dans le secteur de la santé française. Donc, ce n'est pas une question de compétence des médecins, mais du système lui-même. Alors, pourquoi M. Tebboune se soigne-t-il en Allemagne? Pourquoi plus de 2 mois? Et pourquoi continue-t-on à nous dire il a le Covid, juste le Covid, il est parti soigner son orteil du pied, nous dit-on, qui a été affecté par quel petit virus indiscipliné qui a dû le bousculer en passant. Issa Rahmoun? Ben, écoutez, déjà, pour revenir au système de santé, c'est un système, je suis tout à fait d'accord, mais c'est Brahim Younsi qui disait qu'il y a une situation d'urgence dans tous les segments de la vie sociale, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, c'est l'état d'urgence.
Imaginez, pendant la pandémie, le Parlement algérien avait adopté une des lois qui donnait la prérogative de caserne aux directeurs d'hôpitaux, mais aussi de colonel au personnel de la santé. Donc, comme disait Maître Zahouane Hussein, le régime exerce son hégémonie par la confusion et par l'organisation du désordre. Imaginez quand un citoyen... L'organisation du désordre. L'organisation du désordre. D'accord. Un citoyen, quand il arrive au service des urgences, là, c'est un service très important, névralgique dans le secteur de la santé, et qui se voit renvoyé d'un service à un autre, alors qu'il a un malade qui est en situation d'extrême urgence. Et على بالكم المناوشات الكلامية qui débordent souvent sur des affrontements physiques, il faut le dire. On le voit dans nos hôpitaux, dans les services d'urgence, surtout durant la nuit. Et la nouvelle loi qui protège les médecins, le personnel médical, a donné cette prérogative et ce pouvoir au personnel médical d'ester en justice et d'écoper d'une peine de 5 ans de prison ferme. Vous voyez comment qu'on organise la violence entre le citoyen et le médecin. Le médecin qui a une chape de plomb. Oui, mais Aïssa Rahmoun, il y a des médecins qui sont agressés durant l'exercice de leurs fonctions par des gens qui sont généralement énervés par le manque de moyens, par le manque de prise en charge, et qui se laissent aller à des voies de fait. Sur des médecins, nous avons vu la photo de la doctoresse qui a été battue à coups de poing et qui porte des stigmates très graves sur son visage il y a à peine 3 ou 4 jours. Mais c'est ça l'organisation du désordre. Quand on a un système qui est réglementé, quand on a des moyens, quand on a des possibilités de recours à l'intérieur d'un établissement hospitalier, cette déviation, ces glissements violents ne peuvent pas survenir à l'occasion d'une consultation. Et c'est ça réellement l'art d'organiser le désordre, c'est de mettre des Algériens. Je comprends ce que vous dites. Algériens. Maintenant, j'entends ce que vous dites. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. C'est ça l'art de mettre en conflit, en combat des Algériens contre des Algériens. Absolument. Absolument. Voilà. Donc, alors que le tort, en fait, il revient au régime qui ne dote pas le secteur de la santé de suffisamment de moyens pour faire face à ces prérogatives. Tout à fait. Revenons à la deuxième aspect, c'est la formation continue. Imaginez que des avocats, des médecins, des architectes, tous ces corps, ces corporations ne bénéficient pas de formation continue, ce qui nous empêche réellement de nous éloigner du standard international, soit de la justice, de la défense, de l'aspect médical, des évolutions architecturales et de cet art. Tout ça participe à la confusion générale et à organiser le désordre. Maintenant, quant à la maladie de Abdelmajid Tebboune, on est en plein maladie d'Abdelaziz Bouteflika. Il n'y a aucune transparence dans la maladie. Les Algériens, du moins ceux qui croient que Abdelmajid Tebboune est président de la République, ceux qui ont cru que le processus du 12-12 allait déboucher sur une Algérie nouvelle. كما نقولوا عندنا الدو فريز نيغو فريز القرارس ذا فريز من القدام tout le monde va revenir à une route qui mène vers quelque chose qui construit le pays. Ceux qui ont cru à la mascarade du 12-12, ils sont dans leur droit de revendiquer, de demander le bilan de santé de leur président, du chef de l'État, de celui qu'ils ont élu. Réellement, il n'y a aucune transparence sur l'état de santé du président. Et à travers l'opacité qui est exercée sur l'état de santé du chef de l'État, ça nous renvoie à l'opacité qui est exercée sur
la gestion des affaires publiques, la gestion des affaires économiques, socioculturelles. Et je reviens à vous, Aïssa Rahmoun, dans un moment pour un dernier tour de micro. Hassan Hirsch, nous sommes réellement dans une situation gravissime. Tout le monde le sait, hein, on n'invente rien, on n'est pas en train d'exagérer, nous ne sommes pas des Cassandres. Mais à votre avis, est-ce que nous pouvons nous en sortir? Est-ce que nous pouvons trouver des voies et moyens pour essayer de nous remettre sur pied, d'essayer d'avancer un peu? Oui, c'est vrai doucement. que les téléspectateurs attendent beaucoup de ça aussi. Oui, bien parce sûr. que le constat, ils le font quotidiennement. Absolument, ça. dans Mais leur c'est vie toujours- de tous les Mais jours. c'est toujours bien de le rappeler. Parce Bien que sûr, on bien ne sûr. peut pas avancer non plus sans Pour faire combattre le constat. le mensonge institutionnel. Absolument. Essayer de le neutraliser. Très honnêtement, les solutions existent à tous les niveaux. Au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau de l'école, au niveau des infrastructures. Les solutions existent partout. Et je peux même vous dire, je sais que je ne vais pas vous étonner, il y a suffisamment d'intelligence en Algérie, des intelligences individuelles et collectives, pour justement faire face à tous ces problèmes, à tous ces manquements, à toutes ces pénuries, à tous ces dysfonctionnements, etc. Même sans argent, Hassan? Même sans Parce argent. parce que nous l'argent, n'avons ça se trouve. appris qu'à fonctionner qu'avec beaucoup d'argent. Après, vous pouvez me poser la question d'où on peut ramener de l'argent. On peut ramener de l'argent. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est le système algérien. Nous avons une poignée de gens qui décident de tout, qui n'évaluent rien, qui ne tiennent compte de rien du tout, qui s'en foutent complètement, qui ne travaillent pas pour le pays, qui ne travaillent pas pour la société, ils ne sont pas au service de la société, ils veulent, comme Belheimer, que la société soit à leur service, que la société les applaudisse, que la société dise nous sommes satisfaits, que il n'y a pas mieux que vous au pouvoir, etc. C'est ça le véritable problème. C'est-à-dire que tant que le Hirak n'a pas encore repris la rue, n'a pas encore repris la révolution qui était en marche et qui avait des idées justement de changement radical, tant que ça, ce n'est pas encore possible, parce qu'il y a la pandémie, il n'y aura pas de solution, M. Benchenouf. Parce que la solution, elle n'est pas dans les mains de ceux qui sont le problème, comme dirait Karim Tabou. Il y a l'espace solution et l'espace problème. L'espace solution, c'est le Hirak, c'est la société, c'est les gens qui se battent justement pour un changement. Et l'espace problème, c'est l'espace Belheimer, Tebboune, Chengriha, compagnie, c'est l'espace régime. Donc, à partir de là, les Algériens, ils savent où sont les solutions. Parce qu'il est possible d'avoir une autre école, il est possible d'avoir une autre économie, il est possible de construire une industrie, d'avoir une agriculture, etc. etc. Tous les facteurs de développement économique, social, culturel, linguistique, etc. Il faut commencer déjà par l'école, comme dit Maître Aïssa Rahmoun, la formation continue des gens qui sont déjà en poste, comme le font tous les pays du monde. Et je vais vous proposer de faire une émission sur ce sujet très intéressant pour essayer d'aborder un peu ce côté perspective, ce que nous pouvons faire. Oui, absolument. Et rien, je finir. l'ai dit au moins ici, devant vous, M. Benchenouf. Vous parlez de problème d'argent. Je vais vous dire, s'il y avait un système démocratique, s'il y avait une confiance entre les dirigeants et les dirigés et la société, une véritable confiance. Et la confiance ne peut venir que dans un système démocratique, avec un pouvoir légitime, des institutions décentralisées, légitimes, etc. Il y a environ 5 à 6 millions d'Algériens à l'étranger. Oui. On est bien d'accord. Oui. Et il y a 5 millions d'Égyptiens à l'étranger. Eh bien, les Égyptiens rapportent 30 milliards de dollars chaque année à l'Égypte. 30 milliards de dollars. Et l'Algérie, elle peut avoir à minima 20 milliards de dollars de la part de l'immigration. Mais à condition que cette immigration fasse confiance. Et confiance dans son pays d'origine. Alors, Brahim Younsi, tout à l'heure, vous m'aviez parlé d'un terme, plutôt d'une expression qui avait attiré votre attention dans une émission précédente, le lien de réciprocité. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce sujet ?
Oui. Il y a eu, me semble-t-il, une interprétation un peu erronée de ce qu'est le lien de réciprocité. Herrich, comme économiste, connaît certainement cela. Le lien de réciprocité a été forgé, ou le principe de réciprocité a été forgé par un anthropologue, sociologue français, Marcel Mauss. Et pour lui, le principe de réciprocité, c'est le don et le contre-don. C'est le père de l'anthropologie de l'école française. Voilà. Absolument. Ça veut dire, par exemple, je vous donne une prestation de travail, vous me donnez un salaire. Par exemple, généralement, toutes les sociétés ont fonctionné, même les sociétés primitives, ont fonctionné de cette manière-là. Oui. Vous me donnez quelque chose, je vous le rends. Oui. Je vous rends. Mieux. Je vous le oui, rends et quelquefois au mieux, voilà. Bien sûr, absolument. Et cela a été les traditions. C'est ça, le principe de réciprocité, ou le lien de réciprocité. Et que quelqu'un que Herrich connaît bien, que Karl Polanyi, l'économiste, a repris en économie. Pour lui, il y a la réciprocité, la redistribution et l'échange. Parce que la réciprocité dans les dons et les contre-dons, c'est un échange. C'est un échange dans l'égalité. Ah oui, absolument. Pas un échange inégal. Non, pas du tout, comme dirait Samir Amin. Bon, donc c'est l'échange. Mais l'échange marchand. Chez Polanyi, c'est l'échange marchand. Cette question du don et du contre-don a été reprise par un économiste américain qui a reçu le prix Nobel en 2001. C'est George Akerlof. Et George Akerlof a eu le prix Nobel en même temps que c'est celui-là qui est le plus connu au monde, c'est Joseph Stiglitz. Et avec un troisième dont j'ai oublié le nom. Il reprend exactement la thèse de Marcel Mauss sur la question du don et du contre-don comme modalité d'échange. Et modalité d'échange économique. Et vous avez le français que tu connais aussi bien, Pierre Rosanvallon, qui a repris cette question du don et du contre-don et du principe de la réciprocité. Et son dernier livre, ou l'un des derniers, La Société des égaux, reprend ce principe de réciprocité dans l'égalité citoyenne, pas seulement la justice, mais l'égalité citoyenne. Et l'égalité citoyenne par l'impôt. C'est-à-dire que ceux qui font de l'évasion fiscale, qui fraudent le fisc, cassent la réciprocité. Et sur le plan politique, il y a aussi une réciprocité, ou un lien de réciprocité en politique. Ça génère la confiance, c'est ça en fait. Moi, je vote tous pour les vous. Candidats, voilà, tous les candidats sont dans le lien de réciprocité. La proposition, je vais faire ceci, je cela, et moi je vote pour vous. Absolument. Et vous devez tenir ce que vous avez promis. Je vais baisser les impôts, je vais aussi voter pour moi, ou alors quelqu'un qui va frapper à votre porte si vous êtes candidat. Ça nécessite la confiance et la loyauté, ce qui n'existe pas dans le régime algérien. C'est ça le lien et le principe de réciprocité. Alors, Aïssa Rahmou, nous allons avoir le mot de la fin. J'aimerais que vous nous disiez si le Hirak va revenir, comment et quand. Écoutez, le Hirak va sûrement revenir. D'ailleurs, il est de notre responsabilité éthique, politique et existentielle à la fois. Nous, les Algériens. Mais avant ça, si Jamal, permettez-moi de rappeler à vous, ceux qui sont dans le plateau, mais aussi à ceux qui nous suivent actuellement, qu'il y a des milliers d'Algériens qui sont bloqués en Turquie, en France, en Espagne, en Europe et un peu partout dans le monde. Ils n'arrivent pas à rejoindre leur foyer. Des milliers d'Algériens qui souffrent et qui font la manche actuellement dans des pays jetés comme ça, comme des vulgaires sous-humains. Et pourquoi ils ne sont pas rapatriés? Pourquoi ils ne sont pas rapatriés, tout simplement? Réellement parce qu'on a un régime qui est un régime anti-peuple. C'est un régime qui n'aime pas son peuple. C'est un régime narcissique qui ne veut que perdurer et durer dans la gestion des affaires du pays.
c'est le propre de notre Pourtant, système leurs amis Tebboune, ils l'ont rapatrié, puis ils l'ont réexpédié. Nazar, ils l'ont ramené. Il n'y a pas que. Il y a beaucoup de barons du régime qui ont... allez-y, Issa Rahmoun, je vous donnerai le mot de la fin à la fin. Allez-y. Donc, vous me parlez de l'Algérie utile. Oui. Moi, je parle de l'Algérie inutile dans leur conception. Tous ces citoyens algériens qui sont bloqués, qui presque une année, il y a des citoyens qui ont, durant une année, n'ont pas vu leurs enfants, leurs épouses, leurs mamans, leurs parents. Et c'est très grave comme situation pour un pays qui se veut comme première force maghrébine et première force régionale. Encore une autre fois, manipulation et propagande oblige. Sinon, pour la question du devenir du Hirak, personnellement, je lance un appel. Et vous êtes un hirakiste connu. Je suis un hirakiste, mais aussi un défenseur des droits de la personne humaine. Il faut que le Hirak revienne. Je profite d'un post que j'ai fait à l'occasion en disant que le Hirak ou le Messirat. Très vite, Issa Rahmoun, nous arrivons à la fin. Il faut réinvestir la rue, il faut revenir en force dans le Hirak pour faire bouger les lignes. Merci Issa Rahmoun. Brahim, si vous vouliez dire quelque chose. Juste très vite. Parce que le pouvoir est en train de le faire, à ce principe de réciprocité. Oui. Parce qu'il a commencé la marchandisation du politique de nouveau. Oui. Hein, il est en train de solliciter un certain nombre de partis. Les législatifs. Oui, nous allons faire une émission sur ça. Donc c'est ça aussi. Nous allons vous donner des sièges, mais participer aux élections. Préparez-vous à être de notre côté. Nous sommes dans le principe de réciprocité. Et beaucoup de partis sont dans ce truc de réciprocité. Absolument. Ils émargent déjà. Hein, c'est l'échange des appartenances sélectives. Absolument. Et pour ceux qui sont coincés à l'étranger, il aurait fallu qu'ils soient des supporters de l'équipe de football pour qu'ils soient rapatriés. Pour qu'ils soient rapatriés. Voilà. Merci Hassan Hirsch, merci Brahim Younsi, merci Issa Rahmoun. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, b'slama.